Bonjour, je suis Christina et puis je suis quelqu'un qui a pendant au moins 30 ans, 40 ans, été très passionné par rapport à la période prénatale. Je suis devenue childbirth educator, ça veut dire quelqu'un qui accompagne les femmes pour l'accouchement, pendant l'accouchement et pour les préparer à cette période où elles vont devenir des mamans. Et toute la période prénatale, aussi comme éducatrice prénatale, par rapport au psychisme du bébé qui commence déjà à se développer avant la naissance. J'ai l'honneur aujourd'hui de commencer une série d'entrevues pour Ideal Family, qui est une branche de Ideal Society et qui est localisée en Colombie-Britannique au Canada. Et puis on va donner alors des entrevues mensuelles pour le moment à toutes sortes de sujets, des sujets qu'on a apportés dans ce centre avec des sujets comme par exemple l'acupressure, la respiration, le chant, la musique. Et puis aujourd'hui, on commence avec une entrevue avec François Amigue, qui est ostéopathe et qui a de l'expérience depuis au moins 20 ans par rapport à la grossesse et la gestation plutôt, et les bébés. Et il a beaucoup de choses à nous apprendre, surtout aujourd'hui par rapport à l'épigénétique. Alors voilà, bonjour François. Bonjour. Voilà, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu de background sur ton chemin, ton cheminement par rapport à ce sujet de la période prénatale et comment cette période prénatale est tellement importante, s'il vous plaît? Avec joie. Alors, en fait, tout a commencé il y a 38 ans pour moi, quand j'étais adolescent et que j'avais envie de changer le monde, comme tout bon adolescent qui se respecte. Et j'ai assisté à des conférences sur l'éducation prénatale qui ont changé mes objectifs de rébellion armée pour une rébellion basée sur en fait le pouvoir des femmes enceintes. Et j'en suis très heureux depuis, je suis ce sillon et au cours des années, je me suis formé à différentes connaissances dans ce domaine pour pouvoir accompagner les femmes enceintes, les couples et les parents, particulièrement dans la vie préconceptionnelle, la vie prénatale et autour de la naissance. En ostéopathie, je me suis aussi spécialisé en obstétrique et pédiatrie. Et donc, j'ai pu aussi développer à travers mes propres expériences des techniques pour aider, faciliter les accouchements compliqués. Voilà, donc c'est une passion qui n'a pas cessé de grandir depuis, parce que l'enjeu, et pour vous redire un peu mes impressions à mes 17 ans, l'enjeu quand je me suis rendu compte que finalement c'est la femme enceinte qui change le monde à travers les enfants qu'elle y apporte, là je me suis rendu compte qu'il fallait trouver des changements à long terme et non pas des bricoles. Voilà, donc quelles sont les conditions qu'il faudrait à ces mamans, à ces papas, pour pouvoir apporter des enfants beaucoup plus en santé. Et puis alors, qu'est-ce que c'est l'épigénétique? Est-ce que ça serait possible de Oui, mettre une lumière là-dessus? absolument. Alors l'épigénétique, elle a été découverte il y a une cinquantaine d'années, mais ça fait environ que 10 ans qu'elle a été adoptée par la communauté scientifique comme étant l'élément qui conditionne et qui gouverne en fait au fond la santé de l'enfant durant la grossesse. Et l'épigénétique, elle agit avec 5 facteurs qui vont moduler 84% des gènes de l'enfant. Donc 8% des gènes du père et 8% des gènes de la mère vont être stabilisés dès le début. Ils vont transporter ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles qui vont permettre de perpétuer à l'enfant les apprentissages de ses familles pour survivre, parce que la première chose c'est la survie pour l'enfant. Et durant la grossesse, 84% de son matériel génétique va sans arrêt réagir aux états physiques, émotionnels, psychiques de la mère pour finalement s'intégrer dans la famille dans laquelle ils vont arriver. Ça veut dire que le côté génétique, dont on pensait que c'était vraiment quelque chose qui était fixé dès la conception,
est plus flexible que ça, en fait. Ah, ça, c'est de l'ordre de la préhistoire de nos jours. Malheureusement, cette préhistoire est encore tout à fait d'actualité, mais d'actualité dans le sens où elle est encore enseignée parce que ça prend du temps avant que la communauté scientifique reconnaisse une nouvelle découverte et ensuite pour qu'elle soit transmise à travers tout l'appareil éducationnel et professionnel. Donc, un des buts de ces séries d'interviews, c'est aussi de vous mettre à jour parce que c'est pas pour être en avance des autres, mais c'est parce que ce matériel est tellement important pour votre enfant que vous pouvez en bénéficier tout de suite sans attendre que tout le parcours ait été fait. En général, ça prend 25 ans pour qu'une découverte soit appliquée, mais là, il est temps de s'en emparer de celle-là parce qu'elle est magnifique. Et de quoi il s'agit alors? Qu'est-ce que c'est exactement les facteurs de cette épigénétique qui changent les gènes comment est-ce que ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Alors déjà, pour encore souligner un point important, une citation de Frédéric Douglass, un médecin très impliqué dans ce domaine, disait qu'il est plus facile de concevoir un enfant en santé que de réparer un homme qui a été abîmé. C'est du bon sens, mais disons que c'est là qu'intervient l'épigénétique. On se rend compte que si une maman est mise sous un stress qu'elle ne peut pas transformer, son bébé va le transformer pour elle. Là déjà, vous avez l'essentiel de l'épigénétique. Maintenant, quels sont ces stress? Ils sont de 5 natures. Ces 5 stress qui ont pour le moment été identifiés, peut-être qu'on en trouvera davantage, mais ils couvrent quand même l'ensemble de la vie d'une maman. Le premier, c'est la nutrition. C'est la nutrition, mais c'est tout ce qui est chimique aussi. Alors donc, bien sûr, c'est la qualité des aliments qu'elle mange, particulièrement la vitalité des aliments. La fraîcheur est un des éléments des plus importants pour le corps. Ensuite, bien sûr, c'est tous les toxiques qui sont mis dedans. On voit les impacts terribles de nos jours, du glyphosate, des OMG, d'énormément de pesticides qui sont trop déversés dans la nourriture, mais aussi dans l'eau et aussi dans l'air. Donc tout ça, finalement, c'est des nourritures. Et d'autre part, il y a aussi le monde maintenant des radiations. Avec un monde ultra développé en niveau technologique, on a des radiations de plus en plus fortes. Et tout ça, finalement, sont comme des formes de nourriture, on pourrait dire, volontaire ou involontaire, sur le corps. Et maintenant, on est capable de mesurer l'impact sur les bébés. Alors, il y a des impacts qui sont dramatiques avec tous les poisons, qui sont iatrogènes, donc qui vraiment créent des véritables maladies. Mais il y a aussi des impacts beaucoup plus subtils qui vont diminuer certaines fonctions, ou bien qui vont les amplifier. Et ça va amener chez l'enfant finalement une altération de ce qu'on appelle la santé primale. C'est un terme que Michel Audin, un très grand obstétricien et sage-femme, a amené dans le monde. Alors cette santé primale, est-ce que c'est tellement important pour le reste de la vie du bébé alors? Et c'est ça qui est incroyable, c'est que Geoffroy Hodgson, un grand chercheur pédiatre, disait que tout se jouait avant 6 ans. Depuis Michel Audin et bien d'autres, et surtout depuis l'épigénétique, on se rend compte que tout se joue avant la conception même, mais particulièrement que tout se fonde en termes de santé primale entre la conception et l'accouchement. Cette période, elle est même beaucoup plus importante que l'accouchement, parce que à partir du 2e mois de grossesse, dès la fin du 2e mois, donc dès le début du 3e mois, l'interaction avec l'environnement maternel va être impressionnamment puissant sur l'encodage génétique et il va pouvoir faire un enfant qui va finalement être habité par des stress difficiles à gérer parce que la maman n'a pas pu les gérer, ou au contraire des stress qui seront mineurs et qui vont lui permettre de s'épanouir dans toute sa santé. La vie est faite pour s'exprimer dans la santé. On le voit avec les arbres, les animaux, la nature. Quand on n'est pas entravé, quand on a des bonnes conditions, on exprime la santé dans une originalité qui est unique à chacun. Mais s'il y a des pressions trop grandes, il y a des altérations chimiques, physiques, psychiques aussi, qui fait que l'enfant n'arrive pas à développer la base même de sa santé. Alors la nutrition, quand je comprends, est un élément très important. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans le changement? Absolument. Donc le 2e facteur épigénétique, c'est le mouvement. Alors par mouvement, c'est assez large. Le premier mouvement qui nous habite tous les jours, c'est la respiration. Donc on le sait déjà, combien c'est important pour une femme enceinte de respirer profondément, de détendre son diaphragme pour éviter de comprimer son bébé. Ça, c'est des éléments
purement mécanique, mais aussi sur le plan chimique, la respiration va réoxygéner davantage le sang et apporter un sang plus riche à l'enfant. La partie mobilité de la respiration profonde va faire que tous les vaisseaux de son propre corps vont s'expandre. Pour n'importe quel individu, le fait de bien respirer peut régler énormément de problèmes de santé, mais surtout cultiver la santé et l'augmenter. Eh bien, on peut s'imaginer que c'est exactement la même chose pour un bébé. Si on transpose ça aussi au mouvement plus physique, la marche est un mouvement qui est formidable parce qu'il y a un mouvement de rotation de tout le corps qui fait des pompes dans tout son corps, qui améliore la santé de chacun de nos organes, mais qui fait cet effet de pompe sur le bébé lui-même. Et ces pompes vont pétrir, éliminer, améliorer le système d'élimination de tout le corps. Dès qu'on comprime un corps et qu'on le relâche, le système éliminatoire s'améliore et donc le système immunitaire et tout ce qui va faire le développement de l'enfant va être amélioré. Très beau. Et puis, l'environnement, est-ce que ça a aussi un aspect qui joue là-dedans? Là, on rentre dans du plus difficile. À la fois la nutrition, la respiration, le mouvement, c'est quelque chose qui sont quand même assez simples, du bon sens à gérer. Quand on rentre dans l'environnement, et quand on parle d'environnement, on parle de stress, on se rend compte qu'on est face à quelque chose de beaucoup plus difficile qui nécessite toute une préparation. C'est pour ça que la préparation même préconceptionnelle est tellement importante. Parce que si c'est au dernier moment on doit gérer les stress sans aucune préparation, on se retrouve finalement beaucoup moins muni. Et c'est là l'importance d'une certaine, on le voit entre la maturité et la jeunesse, combien finalement il y a toute une gestion du stress qui diffère et qui fait qu'on passe d'un état de panique à un état de philosophie ou de recul sur le monde qui permet aux gens, avec le temps, de s'épanouir malgré les stress de la vie. Alors ce temps-là, il faudrait le condenser et créer des écoles au fond pour les femmes enceintes, pour les hommes qui attendent un bébé, pour pouvoir en fait se préparer à ce stress-là. Parce qu'il est énorme, on ne peut pas l'éviter. On a du stress qui nous vient de toutes parts. Et autant le stress peut être positif, parce que le stress n'est qu'une force, et sous force, en fait, on développe des qualités. Mais quand il dépasse nos capacités de le prendre, il devient pathogène. Pour la maman, bien sûr, et pour le bébé. Et le bébé va se mettre à faire ce que la plupart des bébés font dans le monde. Leur première mission dans la vie, c'est d'abord de soutenir la santé de leur mère et de sauver leur mère. Et ça, c'est une véritable problématique parce que quand ils sont occupés à faire ça, ils ne sont pas occupés en fait à développer leur santé primale. Ils vont développer une adaptation à cette maman, à ce papa, à ce monde, mais plutôt sous une forme de survie que sous une forme de vie. Et puis, en fait, dans l'environnement, il y a bien sûr aussi la famille, le cercle de la famille, des amis, et puis surtout le partenaire. Est-ce qu'ils ont quelque chose à voir là-dedans? Alors, en effet, quand on parle de stress, on pourrait dire que c'est toutes les interrelations. Les interrelations, ça peut être avec la nature. Quand il fait froid, on est stressé. Quand il fait chaud, et bien sûr, les interrelations les plus importantes vont être avec son conjoint, avec ses parents, tous les gens les plus proches de nous. Et le stress peut venir de la vie professionnelle, peut venir du voisinage, peut venir de sa vie intérieure. Comment est-ce qu'on a des exigences par rapport à soi-même, par rapport à son corps. Donc il y a une multitude de la culture, de la civilisation. C'est énorme le monde du stress, mais il faut savoir que la maman dispose de ce qu'on appelle le bouclier protecteur de la mère, qui est sa capacité à dialoguer avec son enfant. Et ça, c'est je pourrais dire, un élément dans la gestion du stress qui est fondamental pour les mamans. C'est la capacité, dès qu'elle est stressée, débordée par une émotion, d'avoir le réflexe immédiatement de mettre ses mains sur son ventre et de rentrer dans un dialogue intérieur ou extérieur avec le bébé pour l'informer de ce qui se passe. Dès qu'on est informé d'un stress, le bébé est un être vivant et qu'on informe une plante, qu'on informe un animal d'un stress qui se passe, on le sait maintenant, la communication animale, la communication avec les plantes font que la plante va s'épanouir, au contraire, va mourir. De la même manière avec les animaux, ils vont se cabrer, au contraire, nous écouter simplement parce qu'on les a informés de ce qui se passe. Les gens, dans le passé, utilisaient ça à la guerre pour parler toujours à leur cheval quand ils étaient sur un champ de bataille, par exemple. Mais on le sait pour les animaux qui vont au combat et qui vont dans d'autres domaines. Il faut les informer de ce qui se passe. L'animal comprend, l'animal est intelligent. Imaginez un bébé. Donc quand on peut communiquer au bébé non seulement ce qui se passe, mais en plus le rassurer. Et surtout sur l'état de la mère, lui dire mon chéri, ou ma chérie, je suis en train de vivre quelque chose de très difficile, mais je ne suis pas en danger de mort, donc je peux le gérer, je m'en occupe, ne le fais pas pour moi.
sois en paix. Cet élément bouleverse tout pour l'enfant et change complètement les données. Et heureusement qu'on a cet élément-là parce que ça permet aux mamans de ne pas avoir besoin d'être dans la perfection, d'être dans un milieu simplement dans le coton, mais de pouvoir être dans la vie de tous les jours et d'avoir cet outil pour ne pas impacter son bébé, mais au contraire le protéger. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans cette épigénétique encore? Absolument, donc ça nous amène justement directement ça au 4e élément qui est de prendre un moment pour développer des états de bonheur chez la maman. Les états de bonheur génèrent chez le bébé les mêmes états de bonheur. Et quand on développe des hormones du bonheur, qu'on appelle, qui sont un immense cocktail d'hormones, on sait que l'enfant développe beaucoup plus ses capacités physiques, émotionnelles et mentales. Pour vous donner un exemple, durant la crise du verglas au Québec, les enfants, on s'est rendu compte, ont perdu entre 4 et 12 points de quotient intellectuel à cause du stress que les mamans ont vécu, qui était un stress physique, chimique, parfois elles n'avaient pas d'eau, nutritionnelle, parfois elles étaient vraiment juste le froid, et puis la peur et de ne pas savoir qu'est-ce qui allait venir. L'impact, on le voit sur juste le quotient intellectuel, mais ensuite sur d'autres éléments, maintenant, si ces enfants sont encore suivis, c'est assez incroyable. Bien sûr, grâce à la plasticité cérébrale, on peut toujours récupérer tout, mais on en revient à Frédéric Douglass, pourquoi ne pas donner des meilleures conditions plutôt que réparer les problèmes? Alors, ces meilleures conditions, en quoi ça consiste alors? Alors, particulièrement prendre des rendez-vous amoureux avec son enfant. On le comprendra, c'est les hormones du bonheur qui permettent l'épanouissement. Le bonheur, ça va avec l'amour. Les rendez-vous amoureux sont fondamentaux. Que vous en ayez 1, 2, 3, 10 par jour avec votre bébé, il n'y a pas de limite. Et c'est des moments avec votre partenaire, c'est des moments à faire de l'art, à faire des activités en nature, tout ce qui finalement rend l'être humain heureux. Et là, on est tous pareils, on a tous les mêmes besoins de bonheur. Si on peut prendre le temps et même informer son environnement, comme ça se faisait dans des traditions anciennes, de préserver la maman dans cet univers de beauté, d'être en contact avec les arbres, les parcs, la culture, dans tout ce qu'elle est le plus inspirant, ça c'est un facteur épigénétique, mais d'une force incroyable. Et celui-là, justement, il est au contraire du stress, il permet l'épanouissement au-delà des limites dont on n'a même pas encore d'idée. Il y a certaines expériences qui ont été faites sur des enfants en contact avec des conditions extraordinaires. On se rend compte déjà qu'ils développent des quotients intellectuels, des quotients émotionnels hors normes. Donc, l'espoir pour l'humanité est immense. Oui, il s'agit beaucoup des études, beaucoup d'études ont été faites sur l'impact négatif des circonstances difficiles sur le bébé, mais le côté positif pour justement faire cet épanouissement, ça n'a pas encore été mis beaucoup en avant en fait. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments encore à Oui, apporter? tout à fait. Et pour finaliser peut-être ce moment de cultiver le bonheur, il y a une grande différence entre l'excitation ou le plaisir et la satisfaction et le bonheur. Dans l'excitation et le plaisir, on stimule la dopamine. C'est une hormone qui est développée par le frontal. Et elle, en fait, on se rend compte qu'elle a tendance à comprimer nos tissus. Et c'est pour ça qu'elle nous donne une shot qui va nous rendre dans une addiction. Il va falloir en prendre tout le temps. On va avoir une semi-dilatation suivie d'une grande contraction. La sérotonine, elle, une hormone qui touche plutôt l'arrière de la tête, elle est liée vraiment à ces moments d'admiration, d'inspiration, d'épanouissement, de joie profonde, de célébration de la vie. Et voilà, ça c'était pour un petit ajustement. Mais pour parler du dernier et 5e élément épigénétique, c'est les relations humaines. Les relations humaines, Christina, tu en parlais déjà avant, c'est particulièrement la relation à son conjoint, c'est la plus importante. Et là, on voit le rôle du père, il est fondamental. On pourrait voir ça comme le bébé, la première poupée russe, la maman la deuxième, le papa la troisième, la famille la quatrième, et toute la société autour la 5e, et donc c'est exponentiel. La qualité des relations humaines, elle est tellement importante, et ça prend tellement d'entraînement pour pouvoir la gérer. On parle de communication non violente de nos jours, et c'est là où on en revient à l'idée de se préparer avant d'être enceinte, parce que c'est quelque chose qui prend de la pratique pour pouvoir gérer. On peut pas éviter des personnes difficiles dans nos familles, des relations avec des amis difficiles, avec un conjoint parfois avec un patron ou des parents. Par contre, on peut apprendre comment les neutraliser, comment les rendre beaucoup plus heureuses.
Alors François, je sais que tu es aussi papa de 2 enfants et que tu as vécu ça par toi-même, ce support à ton épouse pendant cette période si importante. Alors une autre fois, on va peut-être parler de ça encore un petit peu plus pour que les papas soient aussi inspirés de quoi faire pendant cette période parce que très souvent, ils ne savent pas trop euh, comment leur présence est tellement importante et qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Mais pour le moment, on va parler peut-être aussi du livre qui est apparu récemment. En fait, le livre dans lequel tu as en fait ajouté beaucoup de choses. Tu as comme été collaborateur pour l'écrire. Alors voilà, est-ce que tu peux dire un petit peu quelque chose là-dessus encore? Oui, avec joie. Alors, peut-être juste, si je peux me permettre pour ajouter un peu sur le dernier élément, parce que des idées me sont venues en même temps que tu parlais, c'est que, vous savez, pendant longtemps, on a mis que tout se jouait avant 6 ans. Après, donc, comme j'en parlais au précédent, après à la conception, au moment d'accouchement et puis pendant la vie prénatale et tout ça. Après, tout ça nous a amené à l'importance de la maman, de son état émotionnel. Puis là, on se rend compte qu'en fait, le vrai target de tout ça, le vrai objectif, c'est le bébé. Le bébé, en fait, doit être mis à la première place. Et quand le bébé est mis à la première place, on sort un peu des dissociations. C'est une histoire de femme, c'est une histoire de médecin, c'est une histoire de tout ça. On est tous impliqués dedans. C'est que ce bébé, c'est celui qui va construire le nouveau monde. Et donc, ça devient évident le rôle du père. Ça devient évident le rôle de la famille autour. Ça devient évident le rôle même de la société. Et c'est un appel même à tous les mères, à tous les gens qui ont du beau à offrir, en fait, à ces enfants. Parce que c'est les enfants qui comptent. Mais ça passe à travers les parents. Alors, bien sûr que le véhicule le plus important, c'est la maman. Mais ce véhicule, qu'est-ce qu'il reçoit? Qu'est-ce qu'il reçoit de son conjoint? Qu'est-ce qu'il reçoit de sa famille, de la société elle-même? Et c'est là, en fait, pour en revenir peut-être aussi à mon histoire, ça a été tout un apprentissage de me rendre compte que le chemin de la grossesse, toutes les femmes le vivent comme un chemin intérieur, comme un chemin initiatique. Les hommes parfois moins, mais quand on a l'enjeu de ça, ça le devient pour l'homme aussi. Et on le vit comme une période intérieure, mais d'une force incroyable, qui active en fait cette notion de paternité. L'homme, on n'est pas obligé de rentrer dans la paternité. On peut rester toujours jeune homme à côté d'une maman qui, elle, s'épanouit et devient la personne responsable de la famille, qu'on voit trop dans nos sociétés. Mais quand on rentre dans sa paternité, parce qu'on a fait ce chemin intérieur durant la grossesse, il y a quelque chose en nous qui naît, une notion d'amour, une notion de bienveillance, une notion de gentillesse. Et on se rend compte que tout l'enjeu du bébé est lié en fait à cette notion d'amour. Dans quel amour il est capable de se baigner cet enfant-là? Et ça prend la participation de tout le monde. Alors donc tout ça nous a conduit avec mon amie Laura Epplinger et Susanna Lopez à écrire un livre dernièrement dans une association internationale qui s'appelle prenatalalliance.org, O-R-G. Et vous pouvez avoir accès à cet e-book qui s'appelle Pregnancy Matters. Alors cet e-book en fait est traduit dans la plupart des langues du monde et je vous invite à vous y pencher. Il y a beaucoup d'éléments pour chacun d'entre vous. Merci beaucoup François pour ce début et puis j'espère vous retrouver pour une prochaine entrevue le mois prochain. Merci.